Super. On va commencer. Donc, bienvenue à cette présentation de SQL Azure. Je m'appelle Hervé Ruggiero. Je suis un MVP en SQL Azure depuis le mois de janvier dernier. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec SQL Azure et la plateforme Azure en général depuis un peu de 2 ans maintenant. Cette présentation aujourd'hui est vraiment faite pour vous introduire et vous présenter vraiment les fonctions de base du SQL Azure. Mais bien sûr, si vous avez des questions plus précises et plus pointues, on peut tout à fait rentrer dans les détails. Alors, bien sûr, merci à nos sponsors. Alors, une des choses que je fais, c'est que j'habite en Floride, je n'habite pas en France. Ça fait presque 18 ans que j'habite aux US. Vous allez l'entendre sûrement un petit peu, des fois quand j'hésite à parler. Et une des choses que je fais en Floride, c'est que je fais justement des journées SQL Server. C'est moi qui les organise en Floride. Là-bas, ça s'appelle SQL Saturday. Donc, représenter les sponsors, pour moi, c'est aussi doublement important, si vous voulez. Ils permettent, en fait, nous permettent de pouvoir faire ce genre d'événement et c'est vraiment très important. Alors, en ce qui me concerne, voici mon contact Twitter. Vous avez mon email, mon site internet, c'est ma société. Je spécialise donc dans tout ce qui est Azure, développement, conseil, implémentation. Je suis le co-auteur de ProSQL Azure, qui est de Apress. On est en train de voir si on va faire une version 2 du bouquin, qui devrait peut-être sortir d'ici les 6 prochains mois, si ça va se faire. Mercredi soir aussi, donc demain soir, il y a une autre présentation que je ferai ici aussi, avec le groupe Azure de Paris. On va rentrer beaucoup plus dans les détails de SQL Azure, dans la montée en charge, dans la performance. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de 18h à 22h, vous pouvez revenir. Je fais du consulting, comme je l'ai indiqué, et j'ai démarré une association en Floride qui sera entièrement en ligne pour faire des présentations tous les mois ou tous les 2 mois avec des experts Azure, pas seulement SQL Azure, du monde entier. Donc, je fais venir des MVP ou d'autres personnes qualifiées dans le monde Azure. Et ce sera principalement en anglais. Mais c'est quelque chose qui sera fait en ligne, donc c'est facile à joindre. Vous pouvez, si vous avez intérêt, vous pouvez aller voir, c'est sur LinkedIn. Cherchez Azure Florida Association, c'est moi qui suis derrière. Et donc, comme je vous l'indique, j'habite en Floride. C'est un endroit fabuleux. Il y a beaucoup de soleil. Les vacances sont vraiment exceptionnelles. Je veux dire, si vous n'avez pas peur du vent, du mois de juin au mois de novembre, c'est fantastique. Okay. Les plages sont exceptionnelles. Vous avez bien sûr les Everglades avec les alligators. Ils sont gentils comme tout. Il faut les laisser tranquilles, c'est tout, quoi. C'est normal. Donc voilà, j'habite dans l'immeuble là-bas. Non, là, ça fait un peu peur, mais bon, il faut éviter la saison des ouragans et tout va bien en Floride. Alors, nous allons faire d'abord une introduction pour vraiment faire la différence entre SQL Server et SQL Azure. C'est important de comprendre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est ce qui fait vraiment la différence entre les projets qui peuvent réussir ou qui auront des difficultés, si vous voulez. Donc, comprendre vraiment les limitations, c'est très important pour pouvoir planifier correctement. Donc, on va discuter un peu de ça. On va discuter de l'architecture générale de SQL Azure, comment ça fonctionne. On va parler un peu de sécurité, de la performance. On va toucher sur la performance et la montée en charge. Et les services qui sont associés à SQL Azure, mais qui ne sont pas directement SQL Azure. Et donc, je ferai de temps en temps, j'irai sur le net vous montrer 2-3 choses, comment se connecter. D'accord. Donc, c'est vraiment un tour d'horizon, si vous voulez, de SQL Azure. Et si vous avez des questions à n'importe quel moment, s'il vous plaît, si vous voulez lever la main, il n'y a pas de problème. Alors,
D'abord, en termes de service, il y a une différence, bien sûr, relativement importante entre la plateforme SQL Server et la plateforme SQL Azure. Pensez à SQL Azure comme étant SQL Server moins, que vous avez C++, et vous avez SQL Server moins. Okay. Et donc, commencez par ça et commencez à penser qu'en fait, SQL Azure, c'est l'engin de SQL Server en ligne. Donc, vous pouvez utiliser quasiment toutes les commandes. Il y a quand même des limitations au niveau des commandes. Mais beaucoup de commandes SQL normales pour créer les procédures stockées, les vues, les triggers, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous essayez d'aller dans les directions de services avancés de SQL Server, là, vous commencerez à avoir des problèmes. Donc, par exemple, vous n'avez pas l'agent. Donc, les jobs, tout ça, ce n'est pas possible en SQL Azure. Il faut le faire ailleurs. Donc, vous pouvez créer des packages SSIS de votre infrastructure sur votre réseau, accéder à SQL Azure, disons à distance, il n'y a pas de problème. Mais dans l'environnement de Azure, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas l'agent. Vous n'avez pas donc de SSIS dans le cloud non plus au jour d'aujourd'hui. SSIS, vous n'avez pas la disponibilité de faire des backups formels. Vous avez des méthodes disponibles pour faire l'équivalent d'un backup, mais la fonction backup, l'opération n'existe pas dans SQL Azure. Profiler, au jour d'aujourd'hui, n'est pas disponible. Vous ne pouvez pas faire du profiling de vos commandes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire au niveau de la performance, mais Profiler n'est pas disponible. Full text n'existe pas. Et quelque chose qui existe dans SQL Azure par défaut qui n'existe pas dans SQL Server, c'est le pare-feu. D'ailleurs, c'est obligatoire. La première fois que vous créez un compte dans Azure et que vous créez votre service SQL Azure, vous êtes obligé d'ouvrir un port dans le pare-feu pour pouvoir vous connecter directement sur la base. Donc, vous voyez déjà, il y a une différence de surface de service qui est totalement différente. Les choses changent. S'il y a quelque chose de fondamental avec le cloud Azure, c'est que rien n'est statique. Si vous regardez tous les 3 mois, il y a des choses qui changent. Les commandes deviennent de plus en plus équivalentes à celles de SQL Server, les fonctions s'améliorent, les services commencent à devenir disponibles. Donc, par exemple, SSRS pour le Reporting Services, maintenant c'est disponible dans Azure, mais il n'y a pas une parité à 100% encore. Donc, il y a des choses, vous ne pouvez pas tout faire encore dans SSRS, mais ça devient disponible dans Azure. Donc là, vous avez le petit point d'exclamation, faites attention, ce n'est pas à 100%. La programmation, même chose. Vous avez bien sûr accès à T-SQL, mais il n'y a pas la parité à 100%. Certains types de fonctions demandent des options spécifiques pour pouvoir les faire fonctionner qui n'existent pas dans SQL Azure. Par exemple, l'encryption n'est pas disponible au jour d'aujourd'hui. Donc, si vous faites create stored procedure with encryption, ça ne marchera pas with encryption. Vous pouvez créer la procédure stockée, mais pas l'encrypter. .NET n'est pas disponible sur SQL Azure directement. Bien sûr, vous pouvez faire du développement .NET dans Azure, c'est l'objectif, mais pas dans SQL Azure directement. Transparent Data Encryption n'est pas disponible. Par contre, vous avez les fonctions de cartographie, les procédures et les vues, les plans de requête sont disponibles, donc vous pouvez accéder directement à vos plans de requête pour voir comment ça fonctionne, ça marche. Et les comptes utilisateurs, très important, vous n'avez que SQL, donc vous n'avez que les logins de SQL qui fonctionnent. Vous ne pouvez pas créer un compte en disant tiens, ça c'est un compte Active Directory chez moi, ça ne marchera pas. Donc c'est le classique, user ID password, mot de passe. Ça coûte combien? Alors, c'est pas très cher. Quand vous savez ce que vous avez, c'est vraiment pas cher. En fait, c'est peut-être le meilleur deal sur le net. Si vous pensez à ce qu'un giga vous coûte l'équivalent de $9,99 ou 7 € et des poussières par mois, c'est vraiment pas cher parce que ça inclut la licence. Vous n'avez pas acheté de licence, vous n'avez pas à acheter les serveurs, vous n'avez pas à les configurer, à avoir un DBA en staff,
Vous n'avez pas à faire les upgrades de votre système d'exploitation. Vous n'avez rien à faire. Et en plus, il y a une garantie de haute disponibilité. 3,9. Pour 7 € par mois, c'est vraiment imbattable. Par giga. C'est vraiment imbattable. Alors, c'est sûr qu'en fonction du modèle de business que vous avez, c'est peut-être, si vous avez besoin de créer 2000 bases de données parce que vous avez 2000 clients, là, effectivement, ça peut commencer à devenir cher. Mais il y a des moyens de s'en sortir. Pour la majorité des cas, c'est vraiment un très bon deal, je trouve. Vous avez aussi des charges de transfert. Donc là, c'est le coût par mois d'avoir une base de données. Donc ça, c'est par base de données, ce n'est pas par serveur. Et vous avez aussi donc, les coûts de transfert en fonction, donc si vous faites beaucoup de transferts vers votre base, ça peut commencer à grandir un peu, mais c'est quand même relativement raisonnable en termes de prix. C'est 10 cents par giga sortant. Pour l'instant, c'est gratuit rentrant. Alors, un serveur n'est pas une machine. Quand on dit que j'ai une base de données SQL Azure et le serveur c'est XYZ, ce n'est pas une machine, c'est un point. C'est un point TDS, c'est un listener. Donc, c'est en fait un point adresse, c'est une adresse sur Internet. Et pour savoir exactement sur quelle machine se connecter à la fin du compte, il faut que SQL Azure sache quelle est la base de données sur laquelle vous voulez vous connecter. Donc, si vous dites « je veux me connecter sur la base de données B1 », donc là, il va savoir effectivement sur quel serveur B1 va se trouver. Donc, le serveur, c'est pour savoir à peu près où est-ce que vous devez aller dans le data center. Mais ensuite, pour savoir sur quel serveur aller, c'est la base de données qui fait la différence. Donc, si vous allez créer une base de données B2 pour 9,99 $ par mois, une deuxième, ce sera sur un autre serveur. Et donc, à l'intérieur de l'architecture SQL Azure, vous avez donc une infrastructure de routing qui permet d'avoir des bases de données séparées sur des serveurs différents. C'est quasiment garanti, en fait. Donc, comment ça fonctionne? Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre ce diagramme par le bas. Là. Vous avez, en fait, donc les bases de données en bas qui représentent, disons, une base. C'est, par exemple, ici, j'ai plusieurs bases de données sur des serveurs. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez un gateway juste au-dessus, une passerelle, qui permet en fait de faire la redirection sur la propre base, sur la base de données correcte. Donc quand vous dites je me connecte sur B1, c'est la passerelle qui va faire la connexion, qui sait exactement où se trouve B1. Ensuite, vous avez un load balancer pour la répartition des charges. Et ensuite, c'est le load balancer qui est exposé sur Internet. Donc, le point TDS, l'adresse que vous mettez pour vous connecter sur SQL Azure, en fait, tombe sur un load balancer. Donc, vous pouvez vous connecter directement de vos logiciels avec le protocole TDS sur le load balancer. Et donc, quand vous dites de votre application Windows, vous créez une connexion en ADO.NET, vous vous connectez directement sur le port 1433. Ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas changer, par exemple. C'est le port sur lequel SQL Azure est disponible. Donc, c'est toujours 1433, comme le défaut de SQL Server. Et donc, vous vous connectez directement sur une base de données dans le nuage. Une autre méthode de se connecter, c'est vous pouvez bien sûr déployer une application web dans Windows Azure. Et donc, c'est Windows Azure maintenant qui se connecte sur le load balancer. C'est le même nom, c'est la même machine. Le même serveur de SQL que vous connectez, et la logique est la même. Alors, OData, c'est aussi un service qui est disponible, mais son avenir, pour l'instant, est un petit peu incertain. Ça fait longtemps qu'il est en bêta. C'est un service qui en théorie, qui vous permet de vous connecter directement sur HTTP sur les bases de données.
Oui. Juste une question, on peut chiffrer la connexion entre le client et la partie test, quoi? Du SSL ou crypto, comment on peut faire un chiffrement entre Oui. différents serveurs? Alors, l'encryption est obligatoire. Vous ne pouvez pas la retirer en fait. C'est toujours SSL dans tous les cas. Et la différence avec SQL Azure et SQL Server, c'est que, on va reparler de l'encryption dans 2 minutes, mais c'est qu'en SQL Server, là, par défaut, ce qui est encrypté, c'est juste le pre-login sequence avant de vous connecter. Et après, ce n'est pas encrypté, sauf si vous installez des certificats. Et dans SQL Azure, c'est tout le temps encrypté, obligatoirement. Alors la haute disponibilité, c'est quand même très important. SQL Azure fonctionne avec 3 bases de données en permanence, la primaire et 2 secondaires. Les 2 secondaires, vous n'y avez jamais accès. Elles ne sont pas disponibles pour vous. Vous ne pouvez pas vous connecter dessus, vous ne pouvez pas les accéder. Mais elles sont toujours là pour la haute disponibilité. Et la passerelle va en fait vous rediriger toujours sur la primaire. Et s'il se passe un problème, et que la passerelle ne peut pas se connecter sur la primaire disparaît, va se connecter sur une des bases de données qui était secondaire, la base de données qui était secondaire, et une troisième base de données va être créée, une réplication va commencer à se faire, et vous allez vous retrouver encore une fois dans un domaine avec 3 bases de données éventuellement. Donc, c'est uniquement pour la haute disponibilité. Si vous faites dans la primaire, là, vous faites drop table T1, votre table T1 va disparaître sur toutes les copies. D'accord. C'est s'il y a un problème hardware ou service, c'est dans ce cas-là, donc la haute disponibilité est garantie. Ce qui est incroyable, c'est que c'est complètement transparent. Jamais vous verrez les autres bases de données derrière. Vous n'avez aucune indication nulle part, que ce soit dans les tools de management interface dans le web. Il n'y a rien qui dit qu'elles sont là, quoi. Mais elles sont derrière. Alors parlons un petit peu de la sécurité. La sécurité, si on la traite de 2 côtés, physique et logique, en physique, vous avez d'abord le pare-feu, qu'on va aller voir dans 2 minutes. Vous avez SSL, qui est donc toujours présent. Et vous avez donc une certaine isolation, c'est-à-dire une forte isolation de votre base de données par rapport aux autres qui sont sur le même serveur. Parce que c'est un endroit, ce qui s'appelle multi-tenant. Quand vous créez votre base de données, elle est bien sûr partagée sur un serveur avec 200, 300 ou 400 bases de données d'autres personnes, d'autres sociétés. Mais vous avez une isolation très très forte qui vous permet d'avoir une isolation de sécurité. En termes logiques, vous avez donc le compte utilisateur, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez les schemas, d'accord. Quand vous faites create schema, vous pouvez créer donc des schemas dans votre base de données, ça c'est supporté. Vous pouvez donc configurer un certain niveau de sécurité vous-même. Hashbytes, je vais avoir une question dans 2 minutes sur Hashbytes. Et j'ai un prix pour vous. On m'a donné le Pass Summit, donc 2010. Bon, mais c'est pas grave, il est bien quand même. Alors en parlant de Hashbyte, quel est le niveau d'encryption maximum de Hashbyte dans SQL Azure? Alors non, je vous donne des choix alors. Donc vous avez MD5, MD5, vous avez SHA-1, ce qui était disponible jusqu'à présent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Allez, soyez pas timide. Pardon? AES, non. Non.
Qu'est-ce qu'il y a après SHA-1? Oui, il y a SHA-2, et c'est quoi la force de SHA-2? 256. Monsieur, vous avez gagné. Alors, il y a aussi le 512 qui est disponible. En SQL Server 2012, vous avez SHA-256 et SHA-512. SQL Azure, aujourd'hui, fonctionne sur SQL Server 2012, depuis plusieurs mois déjà. Donc, SQL Azure, en fait, fonctionne depuis le mois de juillet, je crois, ou juillet ou août, sur SQL 2012. C'est quand même fantastique, hein, la CTP3 en fait, en production. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez toutes les fonctionnalités de SQL 2012. Et en fait, vous en avez très très peu. Mais une des choses qui vient avec 2012, c'est donc finalement un hashing supérieur en 256 et 512. Apparemment, pour l'instant, on n'a accès qu'au 256 en SQL Azure. Mais bientôt, j'imagine qu'on aura le 512 un jour ou l'autre. Et les droits d'accès. Donc les droits d'accès, c'est aussi quelque chose dont vous avez complètement à votre disponibilité, exactement de la même façon qu'en SQL Server, en ce qui concerne les droits d'accès de la base de données. Vous n'avez pas la disponibilité de contrôler les droits d'accès au niveau du serveur. Ça, ce n'est pas quelque chose qui existe, un concept qui n'existe plus. Alors, faisons un petit tour, d'abord dans SQL Azure, vite fait. Avant de passer par SSMS, que je voulais vous montrer. Alors, la résolution est basse, mais ça c'est mon compte dans Azure, et c'est là où je vais en fait pour manager mes comptes, manager mes serveurs, tous mes services de Azure, que ce soit les files d'attente, les blobs, Windows Azure et SQL Azure bien sûr, et tous les services reliés, DT5 est ici d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et j'ai appuyé donc sur Database qui me donne la liste de mes bases de données en haut. Donc là, c'est là où j'ai du mal à vous montrer exactement ce que j'ai, c'est un peu petit. Mais donc là, j'ai mes bases de données ici. Croyez-moi, il y en a plusieurs. Donc vous voyez, là, j'ai mes serveurs. Donc d'abord, j'ai mes souscriptions en dessous. Ça, ce sont plusieurs types de souscriptions. Là, j'ai un serveur. En fait, c'est un point sur Internet. Hein. Voici le DNS name là-bas qui est en bas à droite, que je vais surligner ici. Ça, c'est donc l'adresse de mon serveur. Donc, plutôt que de rentrer une adresse IP, ou plutôt que de rentrer, donc, si vous avez un serveur qui s'appelle SQL01 sur votre réseau, voilà le nom du serveur sur Internet. Et donc ça va sur le load balancer. Pour ensuite se connecter sur la base de données qui est vraiment intéressante, qui vous intéresse, il faut ensuite spécifier exactement la base de données sur laquelle vous vous connectez. Donc j'en ai une qui s'appelle nThelog, qui est ici. Alors, au niveau du serveur, logique, vous avez la disponibilité de créer donc des règles, des firewalls, des règles de connexion pour autoriser accès à ce point. Donc par exemple, j'ai rajouté tout à l'heure la connexion de Microsoft France, MS France, ici. Voici l'IP que j'ai reçu en bas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans mes règles, j'ai fait add, et ici il me demande de donner un nom à ma règle. Il me dit voici votre IP, donc je copie ça et je le mets dans le start et le end, et ça me crée une règle qui me laisse me connecter directement à la base de données dans le cloud, dans le nuage. Si vous ne faites pas ça, vous aurez une erreur disant « accès de cette IP n'est pas autorisé ». Et ça prend instantanément, hein, c'est très, très rapide. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir ici sur SQL Server Management Studio. Je vous conseille d'utiliser la dernière version soit donc de 2008 R2, ou soit la RC0 de 2012. Et vous pouvez vous connecter. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Connexion. Donc, quand vous vous connectez, vous avez donc votre base de données, votre server name en haut, c'est effectivement donc l'entrée DNS. Vous précisez votre login, votre mot de passe, et dans les options, vous rentrez le nom de la base de données
sur laquelle vous voulez vous connecter. Sinon, vous vous connectez sur master. Si la base de données n'est pas spécifiée ici, ou si elle est incorrecte, vous allez avoir une connexion sur master. Master, vous ne pouvez rien faire dans master. Hein. Elle ne compte pas d'ailleurs dans les prix. Donc c'est une base de données qui est automatiquement créée. Et vous ne payez pas pour cette base de données. Vous ne pouvez vraiment rien faire avec, sauf rajouter les comptes utilisateurs. Et donc ici, je me connecte sur Enzolog et je spécifie Encrypt Connection. Alors, ce n'est pas obligatoire, ça va le faire de toute façon, mais si vous le faites ici à l'avance, vous savez que vous avez une connexion forte avec SQL Azure dès le départ. Donc vous vous connectez, et c'est magique. Vous êtes connecté donc sur Enzolog, qui est en haut. Il n'est pas content. Alors, donc maintenant, je suis connecté de ma machine, de mon laptop, sur une base de données en fait qui est quelque part aux États-Unis là. Donc évidemment, c'est un petit peu lent. Mais je peux faire, j'ai accès à Exec Sessions par exemple. Je peux me connecter, avoir mes sessions, savoir qui est connecté, etc. Donc là, le hashbytes, on va vérifier. Hashbyte 1, il est là, SHA-1. Et maintenant, vous avez 256 disponible aussi. 512, il faudra attendre. Vous avez accès à beaucoup d'objets système. Donc là, j'accède les tables pour voir quelles sont les tables sur ma base de données. Voilà. Donc ça, c'est un exemple où une application sur votre réseau peut se connecter directement dans SQL Azure avec le protocole TDS. Okay. Vous avez aussi quelques objets différents, par exemple Firewall Rules. Si vous faites un select star de master, vous allez voir les règles. Vous pouvez les changer directement en SQL aussi. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'interface de management. Seulement, la première, vous êtes quand même obligé parce que pour vous connecter avec SSMS, il faut avoir le droit, quoi. Alors, parlons un peu de la performance. La performance et la montée en charge, ce sont vraiment deux choses très importantes dans SQL Azure, parce que ce n'est pas exactement pareil. D'abord, je vous expliquais tout à l'heure que tout était toujours encrypté. Donc, toutes les sessions, ça veut dire qu'en fait, vous allez transporter plus de paquets que normalement, en permanence. Deuxièmement, votre base de données peut être relativement éloignée par rapport à votre application, plus que d'habitude. Donc, sur chaque projet que je fais dans Azure, à un moment donné, la performance rentre en jeu. Et je ne dis pas que toutes les techniques rentrent en jeu tout le temps, mais souvent. Par exemple, les opérations en masse, faire des opérations en masse devient de plus en plus important. Donc, en tant que développeur, beaucoup de personnes ont l'habitude de faire des opérations, un enregistrement à la fois, quoi. Et puis ça finira quand ça finira. Bon, là, ça devient problématique, hein, sérieusement. Donc, passer en bulk, c'est vraiment important. L'Entity Framework a des disponibilités, peut vous aider à faire ça, si vous le faites correctement. Lazy Loading, c'est aussi quelque chose qui est disponible avec l'Entity Framework. C'est quelque chose qui peut être important aussi. Donc, ne loadez pas toutes les informations dans une application si vous n'en avez pas besoin. Loadez simplement ce qui est nécessaire. Le cache. Caching, là, je suis en train justement de travailler avec une société où on est en train d'implémenter du cache pour justement accélérer en fait l'accès aux données. Alors, c'est sûr que les informations sont peut-être plus aussi fraîches. Dès que vous les mettez dans le cache, elles deviennent obsolètes rapidement. Mais donc, il ne faut pas tout mettre en cache. Mais vous avez plusieurs disponibilités. Vous avez donc le Caching Application Block qui est disponible en .NET 4, qui est très bien pour faire du caching. Vous avez aussi maintenant, je ne l'ai pas indiqué ici, mais vous avez aussi le caching disponible de Azure. C'est un service maintenant disponible où vous pouvez mettre vos données dans le cache et l'avoir synchronisé. Donc, si vous avez plusieurs instances de Windows Azure qui fonctionnent ou plusieurs applications Windows qui accèdent à un service dont les données sont cachées, vous pouvez avoir donc ce cache dans un cache commun
synchronisé pour toutes vos applications en utilisant le service de Azure. Logiciel asynchrone, ça devient de plus en plus important aussi, puisque justement, des fois, il faut attendre un petit peu. Donc, donner cet esprit de convivialité à l'utilisateur, même si ça n'améliore pas la performance, ça améliore l'expérience. Faire les opérations en parallèle, je crois que chaque application que j'ai fait maintenant dans le cloud touche le parallélisme pour pouvoir justement tirer avantage des processeurs qui sont disponibles sur les machines dans le cloud ou local. Donc ça devient critique de commencer à faire les opérations en parallèle. Ça devient plus difficile donc. La performance, que ce soit avec ou sans le cloud, hein, dès que vous commencez vraiment à toucher la performance sur vos applications, ça devient plus difficile. Plus difficile à développer, plus difficile à maintenir. Et les shards, donc ce sont des stockages de données répartis. On va en parler un tout petit peu plus aussi tout à l'heure. C'est aussi un concept très important et très délicat. C'est comme toutes les techniques de performance, ne l'utilisez que si vous en avez vraiment besoin. Donc on a touché à ça un petit peu tout à l'heure, mais je voulais y retoucher un petit peu. Est-ce que le profiler n'est pas encore disponible? Oui, monsieur? J'avais une question concernant la performance. Est-ce que, en termes de nombre de transactions, de consommation de CPU, mémoire, il y a des limitations? Parce que, imaginons, je souscris à un forfait Azure. J'imagine que derrière, même si moi je le vois que ma base, il y a d'autres clients aussi qui ont des bases. Et si moi, mon application elle est tellement mal développée que voilà, je charge le système, c'est géré comment? Il y a des systèmes de limitation dans SQL Azure qui sont automatisés. Donc, vous avez en anglais, le terme s'appelle throttling. C'est un terme important à connaître, pas parce que c'est un mot anglais, mais si vous le tapez dans Bing, vous allez avoir des ressources énormes sur ce que c'est et sa nature. Throttling, comme full throttle, là, le jeu. Et alors, c'est en fait un mécanisme qui est là pour vérifier les opérations en termes de mémoire, en termes de CPU et en termes de I/O. Si effectivement vous faites des choses qui sortent de la norme SQL Azure, vous risquez de perdre une connexion. Vous risquez de perdre soit la connexion temporairement, soit de façon, temporaire mais allongée. Vous pouvez peut-être perdre votre connexion pendant 1 heure, si vraiment vous faites des choses répétées très mauvaises, quoi. Alors, SQL Azure va en fait se protéger, d'abord au niveau du serveur, mais aussi des autres bases de données qui sont sur le même serveur. Alors, quelles sont les règles? Il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de garantie de performance de SQL Azure. Ça, c'est très important à comprendre. Vous avez des garanties de SLA, vous avez un SLA sur la disponibilité, mais pas sur la performance. Donc, c'est à vous vraiment de faire très attention à réfléchir au niveau du design de votre application et à faire des choix judicieux sur où votre opération doit se passer. Est-ce qu'elle doit se passer directement dans la base de données, même si le CPU sera touché, mais vous aurez beaucoup moins d'IO puisque vous êtes vraiment sur la base de données pour faire l'opération? Ou est-ce que vous allez prendre les données, les extraire, donc là vous avez beaucoup d'IO, mais vous allez faire les opérations CPU sur un autre serveur par exemple. Donc il y a toujours des choix à faire, et il n'y a pas de règle d'or. Ça n'existe pas. Peut-être le plus difficile, c'est qu'en fonction de l'opération, si vraiment vous êtes à la limite, c'est difficile de prédire si elle fonctionne aujourd'hui, est-ce qu'elle va fonctionner demain. Donc c'est quelque chose qu'il faut tester dans le temps pour être sûr que vous êtes vraiment en dessous de cette zone de limitation. Donc, pour connaître les zones de limitation, la seule chose à faire, c'est d'essayer.
d'essayer à terme. Ce n'est pas prédictible. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ça a fonctionné ou pas. Alors, si vous laissez une connexion ouverte, par exemple, certaines applications laissent les connexions ouvertes. Bon, ben, au bout de 30 minutes, votre connexion va être terminée automatiquement. Donc, il y a des choses comme ça, quoi. J'ai écrit un logiciel de backup pour SQL Azure et effectivement, le throttling en question, les limitations de SQL Azure venaient en permanence. Parce que mon objectif, c'était d'extraire les données le plus rapidement possible et le plus possible. Donc j'étais en permanence en train de me flirter aux limites, aux limitations de SQL Azure. Il a fallu que, puisque mon opération devait terminer, il a fallu que je rajoute beaucoup de code, beaucoup de logique dans mon application pour ajuster le niveau de demande, d'extraction, au fil du temps, en fonction des réponses que j'obtenais de SQL Azure. Donc si j'avais des erreurs de connexion, j'attendais quelques secondes et je demandais la moitié moins d'informations. Et si ça se repassait, j'attendais quelques secondes supplémentaires, donc avec des algorithmes, disons, d'attente exponentielle, d'accord, ou linéaire, en fonction de la demande, et réduction automatique de données à manager au fil du temps. Et donc cette adaptation était un peu unique dans ce cas-là, puisque c'était un produit qui est vraiment par nature, va vraiment pousser le problème de la performance en permanence. Mais ce n'est pas impossible de développer des applications comme ça qui ont vraiment besoin de beaucoup de performance. Et il va falloir peut-être incorporer des aspects d'adaptation automatique dans votre code si c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas y aller tout de suite et nécessairement planifier automatiquement ce type de logique, mais il faut être prêt potentiellement à le faire si c'est nécessaire. Oui. Est-ce qu'on dispose d'un indicateur en temps réel pour nous dire si on s'approche de la limite de charge? Non. Non, vous avez, quand ça arrive, vous avez le pied dessus. C'est trop tard. Alors, aujourd'hui, on n'ira pas dans les détails parce que ça prendra trop de temps sinon, mais demain, justement, je rentre dans les détails très avancés sur les limitations. Vous avez des codes. Donc, même si c'est trop tard, vous avez des codes d'information qui sont disponibles pour vous dire ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une limitation CPU? Est-ce que c'est une limitation I/O? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est toute la machine, etc. etc. Par exemple, juste un... Par exemple, là, aujourd'hui, ma database ID, c'est 232 sur le serveur. Je vous assure qu'il y a 2 semaines, ce n'était pas ça. Hein. C'était 300 et des poussières. Parce que je sais, j'ai regardé en venir en France. Et donc, d'un jour ou l'autre, à n'importe quel moment, votre serveur primaire pourra changer. Les ressources dans le cloud, dans les nuages, il y a une chose de garantie, hein, c'est que ça va changer. Alors vous avez aussi d'autres informations importantes. On n'a pas de SQL Profiler, prendre l'exécution, oui, elles sont disponibles. Donc Perfmon n'est pas disponible parce que ça, il faut avoir accès à la machine, hein, ça c'est pas dommage. DMV, vous en avez quelques-unes de disponibles, on va les voir vite fait. Et ADO.NET, avec ADO.NET, vous avez les métriques, vous avez des informations que la librairie vous donne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ADO.NET a des informations aussi sur la performance de la requête. Donc c'est le côté client, mais ça peut servir aussi. J'ai créé un produit gratuit sur Codeplex qui s'appelle Enzo Baseline Profiler, je crois. Je vais regarder dans une seconde. Et justement, il combine les informations des DMV et de la librairie ADO.NET pour vous donner des informations supplémentaires sur comment se comporte votre commande. Je vous donnerai ça plus tard. Donc voici les DMV qui sont disponibles. Connexion, query plan, query stat, exec request et exec sessions. Les informations qui sont là sont importantes. Elles sont vraiment critiques au niveau de la performance.
mais même si les vues sont là, elles sont, pas toutes les colonnes sont disponibles. Donc par exemple, si je fais Exjet Connections, vous avez TCP, bien sûr, c'est la seule chose de disponible, hein. Le seul mode de communication disponible. Vous avez donc toutes les informations importantes sur la connexion. Mais si vous voyez ici, le client net address, qui est en général le MAC address de votre machine, n'est pas disponible là. Bon, il y a peut-être une information ou deux qui disparaissent, donc, mais la plupart est là. Exec sessions, on l'a vu tout à l'heure. Donc vous savez que ça vient de Management Studio. D'accord. Donc vous avez la majorité des informations disponibles. Quelque chose, juste un point intéressant à revoir, c'est tout n'est pas ce qui paraît. D'accord. On se connecte avec un login SQL, mais là-bas, si vous avez à lire, Authentication Scheme, c'est dit Kerberos. Ça veut dire que quelque part, il y a un changement qui se passe pour qu'en fait la connexion ultime dans SQL Azure, le service SQL Azure à la fin du compte, c'est comme un NT. Il y a des petits trucs de magie comme ça qui se passent. Change en permanence, oui. Alors, les montées en charge. Est-ce que vous avez des questions sur la performance avant qu'on passe en montée en charge? Oui, monsieur. Tout à l'heure, on parlait de blocs. Est-ce que les opérations de bloc, les CR, les CB, tout ça, ça va Alors, vous avez ce type de bulk, là, vous parlez en fait de l'opération bulk. Je faisais référence vraiment à des opérations en masse. Mais en ce qui concerne l'opération bulk, vous avez bulk insert et insert bulk. Vous en avez deux. Il y en a une qui est supportée et pas l'autre. Bulk insert, je crois que c'est celle qui demande le nom d'un fichier pour pouvoir loader les informations. Ça, ce n'est pas disponible parce que vous ne pouvez pas mettre le fichier sur le serveur. Et l'adresse du fichier ne peut pas être une adresse Internet. Donc ça, ce n'est pas disponible. Par contre, insert bulk, ça fonctionne. Et c'est ce qui est utilisé par BCP. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez utiliser insert bulk à travers BCP, ou si vous développez votre propre application pour consommer insert bulk, vous avez les spécifications TDS pour le faire. Vous pouvez le faire aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, insert bulk va ouvrir simplement une connexion et va attendre des informations natives, on va dire, de données dans un format bien spécifique du format TDS. Donc BCP le fait. Vous avez aussi un API de .NET qui est le SQL Bulk, Copy, je crois. C'est un API .NET que j'utilise justement dans mon projet Backup, qui utilise le insert bulk derrière les coulisses pour faire fonctionner tout ça. Donc vous pouvez effectivement faire des insertions de données en masse en utilisant BCP ou quelques produits qui utilisent insert bulk en arrière. Ouais. Les montées en charge, c'est là où ça devient intéressant, plus intéressant encore. Je définis la montée en charge avec cette phrase en fait. Je définis en fait que l'expérience du client numéro 1 doit être la même que l'expérience du client numéro 1000, ou 2000, ou 10 000, ou 100 000. Si vous arrivez à délivrer cette promesse, vous avez un système qui sait monter en charge. Alors ça paraît un peu utopique, hein, mais c'est possible. C'est possible, c'est bien fait. Vous avez donc des méthodes et des mécanismes de répartition de charge
qui vous permet d'implémenter ce type de modèle. Il faut bien sûr que l'architecture soit correcte, hein. Vous ne pouvez pas prendre une application aujourd'hui qui ne sait pas faire ça, et ce n'est pas magique, hein. Vous mettez ça dans SQL Azure, ça va pas marcher. Mais si vous prenez les étapes nécessaires pour modifier l'architecture de votre application, pour que l'application se connecte sur la bonne base de données en fonction du client, ben vous avez un modèle d'expansion infinie. Alors, en parlant de modèle, j'ai créé un white paper en anglais, désolé, mais où je définis en fait les termes compressés, linéaires et répandus. Ce sont des modèles différents d'adaptation de shard. Dans le modèle linéaire, c'est peut-être le plus simple, c'est que chaque base de données est assignée à un client. Donc si votre application fonctionne par client, votre modèle va fonctionner en fonction du client. Si vous faites une application dont le modèle dépend sur, par exemple, un pays, par exemple, vous cherchez à garder les zones de température par ville, par pays, peut-être que le pays devient en fait votre clé. Donc vous aurez une base de données par pays. Bon. Quel que soit le modèle que vous utilisez, si vous en avez un par unité, c'est linéaire. Compressé, c'est où vous allez avoir une base de données qui va en tenir 2, 3, 4 ou 5 en fonction de ce que vous pouvez. Et vous aurez donc moins de bases de données que d'unités. En général, jusqu'à présent, la seule façon d'avoir des shards compressés, c'était d'utiliser des schémas. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, où vous recréez toute votre base de données dans un schéma spécifique. Donc, par exemple, si vous avez une application qui dépend d'une table qui s'appelle client, que vous avez 5 clients, vous pouvez créer une base de données vous créez donc 5 schémas. Client 1, client 2, client 3, client 4, client 5. Et dans chaque schéma, vous créez votre table client. Donc vous avez une base de données, mais 5 clients sur cette base de données. Donc ça, c'est un mode de compression. Répandu, c'est l'inverse. Vous avez plus de bases de données que de clients. Et il y a des méthodes pour répartir les données comme ça sur plusieurs bases de données. Alors, sans rentrer dans les détails de ce type de modèle, fédération, c'est un mode de compression. Donc, fédération, c'est une technologie qui vient de sortir la semaine dernière dans SQL Azure, qui n'est pas disponible en SQL Server, qui vous permet de créer un modèle d'expansion de votre base de données en fonction du nombre de clients que vous avez. Donc, disons que vous créez une base de données où votre clé, c'est le client, mais c'est une base de données unique. D'accord? Il n'y en a qu'une. Il y a une seule table client, il y a une sub-table consommateur, une sub-table vente. D'accord? Il n'y en a qu'une. Seulement, vous arrivez à un point où c'est trop grand. Vous aimeriez en fait couper la poire en deux et avoir la moitié de vos clients sur une base et l'autre moitié sur une autre. Fédération vous permet de faire ça. Alors, c'est un petit peu délicat dans le sens où il y a des limitations. C'est la première version de fédération. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas dans fédération. Donc, il faut comprendre un petit peu les limites de ce que fédération peut ou ne pas offrir ou ne pas offrir, qui va en fait modifier peut-être l'approche de votre design sur votre base de données. Mais si vous avez envie, vous pensez à un jour faire du sharding, parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, votre application va devoir monter en charge dans la base de données. C'est facile de faire les montées en charge, bien sûr, au niveau de l'applicatif. Hein. Le problème, c'est la base de données. Mais si vous savez que vous allez un jour avoir un besoin de faire ça dans la base de données, étudiez les fédérations pour comprendre les limitations de la fédération, pour avoir un design qui pourra l'adopter plus tard. J'ai aussi créé un produit open source qui est aussi sur Codeplex, Enzo SQL Shard, qui vous permet, la version 2 est en bêta pour l'instant, elle permet l'utilisation de fédération de façon beaucoup plus simple dans votre code. Donc si la fédération est un sujet qui vous intéresse, regardez le projet Codeplex. Alors, j'avais préparé
quelques photos au cas où j'ai pas accès à Internet. Mais comme j'ai accès, je vais y aller. Hein. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc là, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est le portail de management de Azure qui vous permet de manager tous vos services de Azure. Les bases de données, les services, reporting, caching, etc., etc. Si vous allez donc dans votre base de données, que vous avez choisi votre base, par exemple, je prends la base nTheLog, je vais dans un autre portail quand je clique sur Manage en haut. Donc je clique sur Manage, ça ouvre un autre portail pour manager la base de données. Voilà, je me log. Et encore une fois, hein, j'ai une bonne excuse. Hein. Ma base de données, elle est de côté de la planète. Là. Et éventuellement, voilà, vous arrivez donc sur un environnement. Et ça, c'est tout nouveau. Hein. Ça vient de sortir il y a 2 semaines. C'est tout beau, tout propre, tout mignon. Vous avez maintenant des informations de performance élémentaires, mais quand même importantes. Comme ça, vous savez un petit peu quelle est l'utilisation de votre CPU par jour. Et ça, c'est dans un environnement qui permet donc maintenant de faire de l'administration sur des bases de données. Alors, c'est un peu SSMS dans le nuage, mais bon, pas vraiment, quoi. C'est pas aussi étendu, mais vous pouvez créer vos requêtes, vous pouvez créer des vues, vous pouvez créer vos procédures stockées, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez donc créer, ici, New Federation. Hein, si j'y arrive, voilà. Alors, je vais commencer à le faire pour vous montrer. C'est donc, quand ça se passe, vous dites que de votre base de données, vous voulez maintenant créer une fédération qui vous permettra de partager des données sur plusieurs bases de données. Donc, quand vous avez une table large dans fédération, disons que vous avez les ventes. Et les ventes, vous avez, disons, 100 millions d'enregistrements. Et ça devient vraiment un problème pour vos requêtes, parce que même les index, vous n'arrivez pas à avoir d'index qui soit vraiment performant. Donc, vous pouvez fédérer cette table. Mais fédération, ce n'est pas par table, c'est par domaine. Donc, vous allez dire, je vais créer une fédération pour mes ventes, je vais l'appeler fédération client, par exemple. Et vous allez définir un champ qui s'appelle client ID. Et donc ça, vous allez pouvoir utiliser ce champ en disant quelques tables. Si la table contient ce champ-là, c'est là-dessus que je veux répartir mes données. Donc vous pouvez créer quand vous créez un membre dans une fédération, ça va en fait créer une base de données supplémentaire. Donc quand vous partagez votre base de données en deux, vous allez dire le premier membre va de l'ID 0 à l'ID 50 millions. Voilà une répartition. Et le deuxième membre, c'est de l'enregistrement 50 millions jusqu'à l'infini. Vous avez donc maintenant une répartition de données en deux, et 2 bases de données vont être créées où les informations vont être partagées. Vous pouvez ensuite prendre la deuxième base de données en disant en fait je veux faire 50 millions, 75 millions infini. Vous avez maintenant 3 bases de données quand l'opération est finie. Ça vous permet de créer plusieurs bases de données et de répartir vos données sur plusieurs bases de données. Et comme on l'a vu, chaque base de données est sur un serveur différent. Vous avez donc une multiplication de mémoire, de CPU, de I/O disponibles sur des bases de données différentes. C'est le modèle Shared Nothing, un peu. C'est un peu comme les concepts de Data Warehouse, parallèle Data Warehouse, un petit peu quoi. Donc ici, quand je crée ma base de données, pardon, ma fédération, je dis par exemple, fédération, je vais l'appeler Sales. Je vais faire un Customer ID, par exemple, CID. C'est un big int. Alors vous pouvez dire, est-ce que je veux ça, est-ce que c'est un int, un big int, un unique identifier ou var binary. Donc voici vos options. Et si vous sélectionnez donc big int, distribution type, pour l'instant, il n'y a que range. Range, c'est donc ce que j'ai dit tout à l'heure, de 0 à 50 millions.
Éventuellement, il y aura plusieurs types de distribution. Et donc, quand vous faites ça, ça y est, vous créez une base de données supplémentaire, vous créez en fait un domaine dans lequel vos tables vont pouvoir être partitionnées en fait. Okay, je ne veux pas le faire, parce que bien sûr, vous payez pour chaque base de données supplémentaire. C'est bien l'objectif. Voilà. Et en termes de requêtage, De requête sur l'objet dans sa globalité, donc il est obligé d'aller chercher le... Alors, maintenant, la question est relative en fait à comment est-ce que je fais pour accéder à mes données en fait. C'est là où mon projet open source devient intéressant. Au jour d'aujourd'hui, l'infrastructure SQL Azure ne vous permet pas d'effectuer des requêtes en parallèle sur plusieurs bases de données. Donc, ça inclut fédération. C'est-à-dire que, quelque part, et que vous vous sachiez sur quelle base de données, vous devez... Alors, mais c'est mieux que ça quand même. Il faut que vous sachiez à la fin du compte, la connexion, il faut qu'elle soit sur la bonne base de données. Cependant, vous avez une méthode qui s'appelle... Vous avez une commande qui s'appelle use federation, comme use database, d'accord? Use federation. Vous pouvez dire use federation CID, comme j'aurais créé ici, customer ID equals 75 millions 24. Parce que c'est le client c'est pour ce client-là que vous faites la requête. SQL Azure va vous pointer automatiquement sur la bonne base de données quand même. D'accord? Donc, il y a quand même du mapping qui se fait. Seulement, si vous voulez faire une requête sur un full scan sur toutes vos bases de données, là, c'est à vous connecter les unes après les autres, à savoir... D'accord. Donc, c'est ce que fait le projet Enzo, que j'ai mis tout à l'heure sur Codeplex, qui vous permet en fait de faire une abstraction totale sur la répartition de vos bases de données, qui vous permet en fait d'exécuter non seulement des requêtes sur plusieurs bases de données, mais aussi faire l'équivalent d'un mini-join. Vous pouvez faire... donc il y a des avantages, quoi. Vous pouvez faire des choses relativement avancées. Oui? On a des limitations sur le nombre de bases quand on fait les jointures, sur le nombre de bases distinctes qui va contenir une jointure. Oui, alors... Quand je parle de jointure sur la librairie, c'est vraiment très simple. C'est sous forme de where, d'accord? Where not in. Et ce n'est pas vraiment un join. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de support de SQL Azure pour faire des requêtes sur plusieurs bases de données. Lorsque ce sera disponible, on en rediscutera. Mais pour l'instant, ce n'est même pas possible du tout, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je donne la disponibilité de faire des joints simples sous forme de where clause, quoi. Okay. Et comme c'est open source, si vous voulez m'aider, il n'y a pas de problème. Alors, exporter les données, vous avez la possibilité d'appuyer sur Export. Et ça va faire une copie de votre base de données. Quelque chose va venir, un écran va venir, vous rentrez vos informations, et là, ça va stocker les informations dans un blob. Donc, dans l'espace, je vais dire, dans les nuages. L'espace, c'est mieux, en fait. Et quand c'est fini, vous avez en fait un message disant l'opération va commencer, et vous avez un moyen de vérifier le statut de la copie, quoi. Savoir où est-ce que ça en est. En appuyant sur statut, ça vous dit, voilà, c'est en cours d'export. Okay. Synchronisation. Je regarde là vite fait. Synchronisation, vous pouvez aussi faire une synchronisation de vos données de SQL Azure à plusieurs SQL Azure. Par exemple, si vous avez des bases de données, si vous avez une opération mondiale et vous avez besoin de vos données non seulement en Asie, mais en Europe et aussi aux États-Unis, il faudra peut-être faire une synchronisation de plusieurs bases de données pour avoir les informations à peu près mises à jour partout. Donc, c'est des synchronisations bidirectionnelles ou unidirectionnelles. Vous pouvez aussi faire une synchronisation entre SQL Azure et SQL Server. Donc, ça demande l'installation d'un agent dans votre infrastructure, mais c'est possible. Et c'est basé sur Sync Services. Hein. Et en ligne, ce que vous voyez, c'est donc la topologie de votre distribution. Vous pouvez aussi créer les rapports
j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vous pouvez créer des rapports dans le nuage et les déployer dans le nuage. Donc votre rapport maintenant, par exemple ici, là, il s'appelle Cloud Report. Cloud Report, en fait, a une adresse. Elle est bien sûr sécurisée. Hein. Il faut connaître, d'abord il faut avoir accès à l'URL. Et ensuite, vous pouvez avoir donc des passwords, des mots de passe pour accéder à vos informations. Quoi. Et vous managez votre serveur d'ici, en fait. C'est des RDL, hein. C'est en extension. Voilà. C'est le tour de SQL Azure. Il y a beaucoup de détails. Si vous rentrez dans le monde de SQL Azure, je vous invite à regarder de plus près les limitations, à vraiment comprendre vos options supplémentaires en termes de design qui vont fonctionner pour votre application. Si vous faites quelque chose de simple, de pas très grand, c'est comme ça en fait, c'est comme ça qu'il faut commencer. Hein. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu les méthodes d'accès, les méthodes de maintenance, la configuration, les méthodes de déploiement. Et quand tout ça c'est vraiment bien engrainé, que vous avez une bonne maîtrise de tout ça, vous pouvez passer en fait à des projets peut-être un peu plus importants. Oui. Quels sont les scénarios types chez les clients sur lesquels vous avez recommandé de passer sur SQL Azure aujourd'hui? Au-delà on a bien vu les aspects de performance, de restriction par rapport à la plateforme SQL. Et quels sont les scénarios sur lesquels vous avez dit allez-y, le coup vaut la peine, on fonce? Il y a 2 ou 3 clés de scénarios. Alors, les scénarios clés, il y a beaucoup de détails qui rentrent dans la réponse, d'accord? Mais à haut niveau, si c'est un projet tout neuf, si vous ne faites pas de migration d'un produit existant, mais quelque chose qui est vraiment... vous partez à zéro, c'est une bonne considération. Parce que ça simplifie la maintenance à la fin du compte, c'est vraiment bien, quoi. Donc, automatiquement, quand il y a un nouveau projet, c'est sur la table. Est-ce qu'on utilise Azure ou pas? Ensuite, vous avez aussi des questions des types de projets hybrides. Donc, vous avez des solutions internes pour lesquelles ce serait vraiment difficile d'adopter le nuage aujourd'hui. Par contre, ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas commencer à adopter le nuage sur certains types de fonctions qui ont vraiment du sens dans le nuage. Parce que c'est un peu comme une éponge, le nuage. Si vous créez votre application correctement, quand vous mettez de l'eau sur votre éponge, ça va grandir dans tous les sens en même temps. C'est vraiment l'objectif de votre design. Si vous arrivez à faire un design où votre application peut grandir non seulement sur le niveau interface, mais aussi au niveau base de données, vous êtes gagnant. Vous avez quelque chose qui peut grandir à l'infini. Donc, les modes hybrides, c'est intéressant dans ce cas-là aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre dans le cloud parce que vraiment le cloud est bien adapté pour ce type d'opération. Ensuite, les migrations, il y en a. Je peux vous donner d'exemples de projets. Une société, au jour d'aujourd'hui, vend un logiciel et ce logiciel est vendu à des offices, en fait. Mais les offices, c'est par exemple une société qui a une dizaine d'offices éparpillés dans l'Atlanta. Ils n'ont même pas les moyens d'avoir leur propre data center. Parce que ils n'ont que 10 offices, ils font un chiffre d'affaires X, d'accord, mais c'est un client quand même. Ils sont intéressés par le produit et donc ils achètent ce produit-là. Cette société qui vend le produit utilise Azure pour faire une synchronisation de données entre les offices. D'accord? Donc ce sont les offices qui prennent des rendez-vous. Si le docteur va dans l'office numéro 1 le lundi et l'office numéro 2 le mardi, et qu'il faut changer un rendez-vous du lundi au mardi, eh ben, sans utiliser Azure, c'est quasiment impossible. Ils vont commencer à avoir des duplications de données, des choses incorrectes. Et donc pour eux, la vente, l'utilisation de Azure, je n'ai pas compris, excuse-moi. On va faire quelque chose avec CRM Online. Ok. Azure, c'est donc une possibilité aussi. Et c'est quelque chose donc, qui facilite la synchronisation d'informations pour ce type d'opération, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi des centaines. Quoi. Oui. Peut-être sur la roadmap de SQL Azure, sur votre en mois qui vient, parce qu'on a vu qu'il manquait pas mal de choses, BI, SQL, etc. Qu'est-ce qui va venir
temps en temps, il y a des informations qui passent. Alors par exemple, au PASS, ils ont annoncé 2-3 choses. Ils ont annoncé ce qui allait arriver à la fin de l'année, comme fédération, comme... alors ce qu'on n'a pas parlé, c'est la taille de la base de données. Jusqu'à présent, c'était entre 1 giga et 50 gigas. Et ils ont annoncé à PASS que ça passait à 150 gigas d'ici la fin de l'année. Ça y est, c'est fait. Mais en général, ces informations-là sont en général données dans les grands événements. Donc le prochain, c'est TechEd, hein, ou Tech Days. Il y aura peut-être des informations à Tech Days, je ne sais pas. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il faut alors, ou alors vous êtes en NDA avec Microsoft. Et si vous êtes en NDA avec Microsoft et que vous avez des besoins d'entreprise bien particuliers, Microsoft va sûrement partager ces informations. Ouais. Oui. On parlait vite fait de backup et de restauration. C'est possible de demander une restauration comment ça se passe? Qu'est-ce qui est disponible? Alors au jour d'aujourd'hui, il y a quelques options pour faire les backups. Vous avez d'abord l'opération copy qui est disponible depuis quelques temps maintenant. C'est une opération T-SQL qui est disponible. Donc vous pouvez faire create database DB2 as copy of DB1. Et ça crée une copie automatique, une copie qui est garantie d'être transactionnelle à la fin de l'opération. Vous avez l'import-export que je vous ai montré tout à l'heure pour les... Mais ça, c'est donc une exploitation des données et de schema. D'accord ? Vous avez bientôt, et ça a été annoncé, en parlant de choses qui ont été annoncées, vous avez un CTP qui va commencer de Point-in-Time Restore. C'est donc une solution qui va être offerte sur le Management Portal qui vous permettra de revenir jusqu'à 2 semaines en arrière et dire, voilà, je veux faire un restore à ce point-là. Okay. Et pour récupérer sa base avec sa structure dans son propre environnement, aujourd'hui, alors, il y a un autre produit, j'ai créé donc un produit de backup qui fait justement ça, pour faire un restore local ou l'inversement. Pour l'instant, ce produit est toujours en vente, mais l'année prochaine, je pense que je vais le donner gratuitement de toute façon. Donc, attendez un mois. Et c'est un produit donc, qui vous permettra de faire des backups et des restores aussi. Et donc, disons que l'histoire s'améliore avec les backups et les restores. Ça va s'améliorer très vite. C'était un gros problème au départ. Il n'y avait rien. Au tout départ, il n'y avait rien. Mais ce que je disais tout à l'heure, restez au courant. S'il y a quelque chose qui vous embête, qui n'est pas disponible dont vous avez besoin, par exemple full text, bon, bah, c'est pas disponible. Quand est-ce que ce sera disponible? Je ne sais pas. Est-ce que Microsoft travaille dessus? C'est possible. C'est fort possible, mais je ne sais pas. Donc, restez au courant de ce qui se passe parce que ça change très très vite. Ça change très vite. Une autre question? Ok, merci beaucoup.